Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une courte vidéo. Alors assez souvent on me demande comment devenir DevOps et on veut devenir DevOps avant même de connaître le système. Pour moi c'est une erreur assez importante. Le système c'est la base de tout, c'est là où on fait tourner les choses. Même de nombreux devs connaissent le fonctionnement du système et en tant que DevOps vous devez bien connaître le système. C'est déjà une base essentielle qui va permettre de poser, hein, c'est comme quand on construit une maison. Si on a des bonnes fondations, on a une chance d'avoir une meilleure structure, bien sûr. Alors, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que souvent, on va vous poser des questions, notamment en entretien, sur des connaissances système, et non pas simplement connaître des commandes. C'est vrai que les gens qui font simplement passer des entretiens en faisant connaître les commandes, c'est un petit peu dommage, mais simplement pour avoir une meilleure idée de comment vous connaissez le système. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez important, assez intéressant, et on s'aperçoit au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des contacts que j'ai avec pas mal de personnes au niveau de la chaîne, c'est que cette connaissance finalement se perd un petit peu au profit de profils DevOps qui s'orientent strictement vers l'automatisation et qui oublient finalement un petit peu les fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qui reste important, quoi qu'il arrive, que vous tourniez sur du cloud ou autre, ces fondamentaux vous serviront et vous servent tout au long de votre carrière, c'est indispensable. Alors, petits exemples, tout simplement. Comment faire les choses? L'idée, je ne vais pas vous faire un cours de système aujourd'hui, mais c'est comment appréhender les choses quand on veut s'améliorer dans ce domaine-là, qu'on est DevOps et qu'on sait que c'est une lacune éventuellement. Comment procéder? Alors c'est très simple, hein. Il suffit, lorsque vous avez, alors bien sûr il faut avoir un petit peu de temps, hein, mais quand on vous demande de diagnostiquer des choses, quand on vous demande des éléments un petit peu de base, est-ce qu'une application se comporte bien et tout, eh bien il va falloir aller un petit peu plus loin que simplement juste lancer quelque chose et se dire voilà, finalement tout va bien. Alors première chose par exemple, juste en guise d'exemple, voilà, on lance un top sur une machine. Si vous ne connaissez pas le top, alors là, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Vous avez le PS, mais le top est lui aussi un grand classique. Eh bien, généralement, les gens regardent la sortie, l'output, et se disent ok, la machine va bien, la machine ne va pas bien, mais pour quelle raison finalement quoi? Et donc il y a des éléments assez essentiels, le load average, mais qu'est-ce que finalement représente chacun de ces éléments? Là, le but, c'est pas simplement de se dire ok, on a un gros coup d'œil comme ça, je dis ça se passe pas bien. Non, c'est d'essayer de comprendre. Ici, on a les buffers cache, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est. On a la mémoire disponible, le free. Est-ce que le free finalement c'est juste uniquement ce qui est disponible ou est-ce qu'il y a un lien avec le cache, le swap, bien sûr, qu'est-ce que représente le swap. Et ici, donc une ligne qui est extrêmement intéressante en matière de connaissance du système, c'est la partie donc le temps d'occupation des CPU en fonction donc de l'occupation par les programmes user ou les programmes dédiés au système. Et donc là aussi c'est extrêmement intéressant, ça appelle d'autres connaissances comme les syscalls par exemple. Donc vous pouvez faire un man de syscall, donc vous tapez ça simplement dans votre commande, vous allez pouvoir lire vraiment beaucoup de choses sur les syscalls déjà dans le manuel, vous allez pouvoir prendre aussi un syscall. Vous avez vraiment beaucoup de choses aussi donc sur le comportement de votre système aussi par rapport au nombre de process, aux zombies qui sont quelque chose aussi qui appelle d'autres connaissances à aller creuser et importantes à savoir. Et voilà. Une autre manière de se comporter, donc on va couper notre top. Par exemple, moi voilà, je fais des tutos actuellement sur Thanos. Voilà, globalement j'ai un cluster cube, peu importe soit Thanos ou autre chose. Donc si je fais un kubectl get nodes, je m'aperçois que j'ai des nœuds. Hop là, voilà. Forcément, voilà. Donc j'ai des nœuds. Je peux me connecter sur un de ces nœuds. Alors là, c'est là aussi, c'est très intéressant, c'est que voilà, si on a donc je vois des gens qui font pas mal de playground, de bac à sable dans des choses qui sont déjà managées, etc. Ce qui est très bien, sauf que ça favorise la méconnaissance du système,
puisque de fait, en mode playground, vous allez vous intéresser effectivement, vous allez directement à votre problématique. Le problème, c'est que vous n'allez jamais creuser le système. Et je pense que globalement, c'est quand même plus dans des situations de tests, etc., qu'on peut se permettre d'avoir du temps, de creuser ces choses-là, ou en tout cas, il faut de temps en temps se dire, ah ok, et si j'allais un petit peu plus loin, ou si je regardais un petit peu plus loin. Donc là, par exemple, j'ai un nœud, donc un worker, et si je fais un sudo docker ps, bah, je me retrouve avec tous les containers finalement qui tournent avec mon cluster cube sur ce worker, donc qui ont été orchestrés, hein, et ça reste, alors là c'est sur du Docker, ça pourrait être du containerd, ce serait pareil, hein, il y a une ligne de commande containerd, etc. Vous pouvez retrouver des choses. Vous pouvez aussi regarder donc les containers, vous intéresser à des containers et vous dire tiens voilà il y a un container pause, qu'est-ce qu'il fait lui, donc ça c'est quelque chose qui est assez trivial, essentiel. Et bien sûr si je fais un ps par exemple AUX, je me retrouve avec des process qui tournent. Ces process, c'est ni plus ni moins que mes containers, ni plus ni moins que mes pods qui orchestrent tout simplement le fonctionnement de mes containers. Je retrouve donc mon Thanos, du Thanos, hein, il n'y a pas que lui, il y a plusieurs containers Thanos qui fonctionnent, hein, puisqu'il y a plusieurs services, et je peux m'apercevoir, voilà, il y en a pas mal qui tournent en Ubuntu par exemple. J'ai un Minio ici qui tourne en Vagrant, vous voyez. Et puis on peut aller un petit peu plus loin si on veut éveiller notre curiosité, à savoir que voilà, on peut prendre on va prendre Minio par exemple, qui est ici. Et si je prends Minio, bien sûr, bah là ce qui est intéressant pour aller un petit peu plus loin, donc j'ai récupéré son PID, bah là je vais pouvoir me promener donc on va faire un ls 2/proc, et donc là c'est rien de sorcier, hein. Il y a des gens qui ont l'impression d'être des magiciens en faisant ça. Non, c'est juste quelque chose que l'administration système de base, qu'on va dire. Voilà, comment ça fonctionne, bah, on a des pseudo file systems au niveau de Linux. Tout, globalement, au niveau de Linux, il y a énormément de choses au niveau de Linux qui ne sont que des systèmes, que des fichiers, tout simplement. Et là, on va retrouver des informations qui vont être assez essentielles et qu'on retrouve finalement, donc on vient de faire un PSAUX, le PSAUX vient récupérer ces informations de /proc, du PID qui correspond. Si on regarde un petit peu plus loin, on va creuser, on va regarder. Vous voyez qu'il y a un point .exe par exemple, et imaginons dans certains cas de figure, j'ai un programme qui est compilé, j'ai lancé ce programme et je le supprime, tout simplement par erreur, je fais un RM de ce programme. Il est en train de tourner, attention, très important, il est en train de tourner, ce programme je fais un RM dessus, qu'est-ce qui se passe? Là je me dis voilà, c'est la catastrophe, je vais pas reprendre les inconnus, et finalement comme ce programme tourne, il a son /proc avec son PID qui tourne, et il y a peut-être une chance, donc si le programme a été compilé, que vous retrouviez, vous voyez, le binaire qui correspond à ce programme dans le point .exe. Ça veut dire que si vous faites un CP du point .exe et que vous le remettez de côté, vous avez des chances de pouvoir sauver le programme qui a été supprimé par erreur. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on peut retrouver la command line. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, mais de très simple qu'on retrouve ici. Vous voyez que j'ai mon Minio qui tourne comme ceci, tout simplement. C'est ce que vous retrouvez dans le PSAUX également. On va pouvoir retrouver, là on est sur des containers, on va pouvoir retrouver un volet sur les C-groupes. Donc là je ne vais pas vous redétailler les choses, mais je vous invite vraiment à avoir une forte curiosité dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses maintenant tournent sur Kubernetes, tournent sur des containers et reposent sur ces fondamentaux-là. On va retrouver d'autres choses, il y a encore beaucoup de choses, il y a du CPU7 par exemple qu'on peut retrouver de temps en temps, on va retrouver le status bien sûr aussi qui est très intéressant, il n'y a pas que le statut dedans. On va retrouver donc son petit nom tout simplement, le umask qui est utilisé. Vous voyez qu'on retrouve le S de sleeping qu'on retrouvait tout à l'heure dans le PSAUX, on retrouve le PPID, donc le parent, on retrouve son PID bien sûr, on retrouve vraiment beaucoup de choses. Alors c'est des choses vraiment basiques ce que je vous montre là pour certaines personnes, mais je m'aperçois qu'en fait au fur et à mesure des questions, les gens ne connaissent pas ces choses-là et ne prêtent pas forcément une forte attention là-dessus. On est plutôt attiré, et un peu naturellement vu, on va dire les effets de mode, etc. On est plutôt attiré vers les technos récentes, etc. pour faire des tests, mais ça, cette base-là me semble
vraiment essentiel. Et tout à l'heure, donc, je vous parlais de notre PS AUX qu'on retrouve ici. Vous voyez qu'il reprend des éléments de notre /proc. Et du coup, si je voulais creuser un petit peu plus cette question, j'ai un outil qui permet de tracer les syscalls en fait. Donc les syscalls, c'est quoi? C'est tout programme qui tourne sur votre système Linux utilise les syscalls. C'est une interface entre le userland, le kernelland, et ce qui permet en fait à votre noyau d'interpréter finalement et d'exécuter du code que lui comprend. Donc grosso modo, si je fais un strass de mon PS ou PS AUX, peu importe, on va se retrouver donc avec des syscalls. Donc ces syscalls, c'est ces éléments ici. Si vous faites un man de stat, par exemple, vous allez avoir le descriptif de ce que fait le programme stat, c'est du C. Vous allez retrouver donc des éléments qui vont vous détailler qu'est-ce que l'on passe comme paramètres, c'est les paramètres que vous retrouvez ici. Alors on peut être plus exhaustif sur la ligne de lecture, mais là en l'occurrence, donc nous on revient à notre PS AUX, et donc parmi les syscalls, on a un syscall qui s'appelle OpenHat. Et vous voyez ici, dans OpenHat, qu'est-ce que l'on a? On a tous nos /proc avec nos PID et on récupère les status, les stats, ce qui nous permet finalement, une fois compilé ces informations-là, une fois qu'on a compilé ces fichiers-là, qui viennent du pseudo file system, eh bien on est capable d'avoir le fameux output qu'on a vu tout à l'heure, donc le PS AUX qu'on retrouve ici. Alors, c'est quelque chose qui est trivial pour pas mal de personnes, mais pour les personnes qui s'orientent vers le DevOps et qui veulent tout de suite aller vers le DevOps, je trouve que gratouiller un petit peu dans ce domaine-là, c'est quand même quelque chose qui est essentiel à connaître. De la même manière, vous avez également, quand vous avez des lenteurs sur un programme, tout de suite plusieurs réflexes. Donc d'une part le top, d'autre part vous avez les côtés IOStat, vous avez les côtés STRAS, vous avez le TCP dump aussi, j'en ai pas parlé, mais qui est aussi quelque chose qui est essentiel. Donc vraiment s'orienter dans ce domaine-là, gratter, c'est quelque chose qui sert vraiment très souvent. Et quand vous avez quelque chose qui tourne, que vous avez un petit peu de temps, ou que vous avez quelque chose qui tourne, et qu'on vous dit tiens regarde, il y a peut-être quelque chose à regarder, vous avez un programme qui tourne, vous lancez un STRAS et vous commencez à regarder un petit peu plus ce qui s'y passe, ce que fait ce programme-là, et vous êtes capable après de faire même, d'aller un peu plus loin, de faire un peu de profiling du programme, c'est-à-dire savoir ce que fait globalement ce programme un petit peu au quotidien, et ça c'est quelque chose qui est important. Derrière vous avez des commandes bien sûr comme IOStat ou ce genre de choses, alors moi bon, j'ai rien d'installé, mais voilà. Ça me semblait important de revenir dessus dans une courte vidéo pour attirer votre attention là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas faire du DevOps sans connaître le système Linux. Après, à des niveaux de détail qui sont à définir pour vous en fonction du niveau de compétence que vous voulez avoir. Mais c'est quelque chose qui est essentiel et vous pourrez retrouver ces questions-là en entretien, par exemple. Voilà, et le lien derrière. Donc, quand on prend ce fameux top, c'est d'essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est que ces PID, les parents, les enfants, le principe de fork, le principe de ce qu'est un process zombie. Ça, c'est des choses qui sont assez essentielles, des questions qu'on m'a déjà posées en entretien, que j'ai sûrement galéré, mais une fois que j'ai galéré dessus, je me suis dit, mais c'est qu'il y a quelque chose d'important à connaître, et j'ai gratté. Et plus ça va, plus je gratte dans ce domaine-là, pas tout le temps, mais de temps en temps, parce que je sais qu'il y a beaucoup à récupérer dans ce domaine-là. De la même manière que sur Docker, par exemple, quand on lance des containers, intéressez-vous aux couches basses, c'est-à-dire qu'il y a les cgroups, il y a les namespaces, essayez vous-même d'utiliser les cgroups et les namespaces, ce sont des lignes de commande que vous pouvez utiliser. Vous avez également la couche un petit peu supérieure qui est runc, vous avez également la couche supérieure qui est containerd, et puis ensuite bien sûr Docker, mais c'est important tout ça parce que derrière ça évite aussi le côté boîte opaque où vous faites confiance finalement totalement à un système, mais vous avez un petit doute dans la tête, vous savez pas exactement comment ça fonctionne. Là, finalement, vous vous rassurez sur pas mal de choses et c'est plutôt appréciable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous. Progresser en système, si ce n'est pas le cas, ne l'oubliez pas en tout cas, c'est la base un petit peu de tout, quoi. Voilà, ciao et à bientôt.